Donc, petite histoire, addiction. Ça a commencé quand? En fait, il y avait déjà l'idée que, quelque part, ça vient aussi d'espèce de paradoxe en école d'art qui est que d'un côté, on est censé être assez libre. Voilà, il n'y a rien qu'on nous oblige ou qu'on nous interdit de faire, enfin, en se disant. Mais en fait, si, puisqu'il faut quand même, évidemment, rendre les contrôles qu'on nous demande, faire des bilans, etc. Enfin, il y a un ensemble de choses comme qui sont des contraintes qui sont tout à fait, on va dire, qui peuvent être tout à fait légitimes par ailleurs, mais bon, elles ne sont pas assumées. Et en tout cas, elles n'étaient pas tout le temps assumées comme contraintes. Et ces contraintes, évidemment, ça conditionne aussi ce qui est produit, évidemment. Bon. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte de quelque chose, c'est que je passais mon temps à travailler en école d'art, alors que, justement, c'est bizarre comment je dis école d'art. je crois que je commence à prendre des accents un peu de pire en pire, mais... en étant, du coup, en école d'art, je passais tout mon temps à travailler, à la fois au sein de l'école, mais aussi en dehors de l'école. Comme en dehors de l'école, je faisais du coup, je faisais de la musique, je faisais des écrits, des trucs comme ça, bon, des productions, on va dire, artistiques. Mais là où, jusque-là, ces productions, je les avais faites pour elles-mêmes et je les avais faites pour moi. Je les avais faites dans un cadre, on va dire, vraiment personnel, même si, bon, souvent je les diffusais sur YouTube, voilà, mais je les diffusais pour d'autres personnes, pour d'autres, un public qui était un peu indéterminé, qui était un peu flou. À ce coup, là, c'était tout de suite rabattu sur le champ de produire dans le cadre d'une démonstration, dans le cadre d'un bilan, quelque chose comme ça. Et ça a entraîné une espèce de dépendance qui fait que, quelque part, tout ce que je faisais au sein de l'école se rabattait sur ce plan-là. Alors, je dis pas que c'était... bon, c'est pas la faute de l'école, évidemment, c'est aussi un problème que j'ai personnellement, mais il y avait un truc un peu comme ça aussi qui faisait une sorte d'addiction. C'est-à-dire que, là où jusque-là, quelque part, c'est vrai que ce que j'avais pu faire au lycée, même au BTS, il y avait des devoirs à rendre, il y avait des choses à faire, mais quand c'était fait, c'était fait. Et le reste du temps, je peux faire quelque chose chez moi. Il y avait une limite entre ce que je faisais chez moi et ce que je faisais à l'extérieur, parce que ça ne concernait pas l'école. Et là, comme quelque part, on peut intégrer beaucoup de choses dans notre travail, du coup, ça faisait qu'il n'y avait plus d'extérieur vraiment à l'école. Il y a un côté comme ça. Et que donc, du coup, je me faisais facilement inspirer. Mais c'est comme si, quelque part, bon, dans un sens, il y avait déjà eu ce truc-là avec l'école. Il y avait déjà eu ce truc-là de quoi? De se faire aspirer sur... je sais plus ce que je veux dire. Et que oui, par exemple, voilà, s'il y a un devoir qui est un devoir un peu chiant mais qu'il faut rendre, je rends, bon, ok. Mais si par exemple j'ai à faire un exposé sur un thème qui m'intéresse, au sein de l'école, pas de l'école d'art, ici on parle, je sais pas, du lycée, enfin bon. Du coup je vais m'y impliquer, mais je vais m'y impliquer beaucoup, jusqu'à ce que quelque part ce soit jamais fini. Comme s'il y a une espèce de perfectionnisme qui faisait que je vais essayer de faire encore mieux, et puis il y a une espèce comme ça d'enchaînement et d'accoutumance, d'addiction qui fait que, quelque part, comme si une énergie était capturée, qui était toujours en train d'aller plus loin. Et comme si j'ai... Voilà, donc du coup il y a une espèce d'addiction au travail, quelque part. Alors est-ce que c'est vraiment du travail? Pas forcément, en tout cas, ça passe par le travail, ça passe par une sorte de manière de vouloir faire toujours mieux, toujours plus, toujours... espèce Est-ce que c'est pas aussi une addiction plus à la performance, peut-être? Et plus que la performance, une addiction à une sorte de reconnaissance. On va se dire,
plus on va bosser, plus on va pouvoir être mieux vu, ou on va avoir enfin, mieux vu dans le sens de la reconnaissance. Voilà, on va pouvoir, et peut-être aussi de l'amour quelque part, il y a un côté de reconnaissance, donc d'amour, donc d'affection, donc quelque chose comme ça. Même si c'est un amour qui passe pas à travers une relation amicale ou amoureuse, mais c'est plus une relation de reconnaissance qui passe ici par une institution, par une médiation de travail, pour le coup. Mais c'est ça, c'est que le travail devient l'expression d'une affection, peut-être quelque part, et c'est comme s'il y avait une espèce de truc là, un petit peu, peut-être. C'est intéressant, il faut que je creuse ce truc-là. Mais en tout cas, il y a un rapport comme ça. Et même aussi vis-à-vis de soi-même, parce que même ce rapport-là au travail, c'est à la fois il engage en fait les personnes à qui le travail est destiné, donc c'est comme si on s'engageait par rapport à elles, mais on s'engage aussi par rapport à soi-même, comme si quelque part on voulait faire le travail le mieux possible. Voilà. Et c'est ça que moi je m'engageais dans des projets en me disant bah, ça va être cool. Et en effet, c'est vrai que en général c'est cool un peu au début, mais après je m'étais engagé sur un projet où quelque part j'investissais moins d'affect parce que j'en avais d'autres à faire et que bah, du coup je me sentais obligé évidemment de finir le projet parce que la personne était là en face et qu'il fallait que je le finisse pour elle, quoi. Quand même. Et il fallait que je fasse bien aussi. Donc il y a un côté comme ça que le travail soit bien fait. Mais comme le travail jamais est suffisamment bien fait, il faut le faire toujours encore plus, encore plus, encore plus. Et donc, il y a une espèce d'accumulation comme ça, d'un travail sur quelque chose où, comme si on n'était jamais satisfait. Voilà. Bon, alors, donc, et forcément, ça mène vers des épisodes. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé jusqu'à ce point-là, mais ça tend vers quelque chose qui serait de l'ordre du burn-out. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des moments, oui, où j'étais vraiment vidé émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et j'avais besoin absolument de prendre des vacances. Et ça peut mener vers des formes de craquage un peu, qui jusque-là étaient justement quadrillées parce que, notamment à un moment donné où en école d'art, j'ai essayé de... Bah justement, j'ai utilisé le moment du bilan pour dire que j'en avais un peu marre, quoi. Que en fait, l'école était... Je disais que l'école était jamais contente, que l'école avait toujours des attentes qui n'étaient jamais assumées, qui étaient... Voilà. Mais en fait, évidemment, c'est un peu trouble, hein, parce que c'est peut-être moi aussi qui ai des attentes envers l'institution et inversement. C'est pas voilà. Mais en tout cas, il y a un rapport ici, voilà, au travail, peut-être que j'attends aussi qu'on me dise ah bah ce que tu fais c'est bien, c'est bon, arrête là. Ou... Il y a un rapport comme ça. Il y a un rapport en tout cas qui est lié à un rapport entre travail, reconnaissance du travail, le travail comme médiation et comme médiation, comme peut-être comme communication peut-être. Peut-être que le travail est une certaine communication de quelque chose. Comme si je voulais communiquer quelque chose à travers mon travail. Voilà. Et plus j'en fais, plus je communique, quelque part. J'ai une volonté à tout prix de communiquer. Et qu'en face, il y a... Peut-être qu'il n'y a pas juste... C'est une idée, hein, je réfléchis comme ça, mais peut-être que justement, il y a l'idée de absolument vouloir communiquer quelque chose. En face, la communication n'est pas entendue, alors elle est mal entendue, elle n'est pas écoutée, etc. Et donc du coup, tant que c'est pas écouté, il y a une espèce oui, pas dire sidération, mais un petit peu de se dire ah mais quelque part c'est que si c'est pas écouté en face, c'est que je l'ai mal dit, ou qu'il faut que je le dise plus fort, ou voilà, donc il y a toujours un petit peu de vouloir un côté comme ça peut-être. Comme une sorte de fuite en avant, en fait. Il y a un côté un petit peu, on est dans la forme d'addiction, hein, aussi, de trucs comme ça, mais comme si on avait une dette, comme s'il y avait une sorte d'une dette un petit peu qu'on devait régler, et que cette dette-là, bah, on n'arrive pas à la régler, donc plus on n'arrive pas à la régler, plus on va reprendre des dettes pour la régler, etc. Et du coup, ça n'en finit pas. Il y a un côté comme ça, hein, dans le travail. Par exemple, c'est vrai que si je me lance dans un projet, par exemple, bah, quand je vais finir le projet, je vais me dire ouais mais bon il n'est pas fini, là faut que je le fasse un peu mieux. Enfin, je sais pas, je vais faire un programme par exemple, un programme pour une pièce de musique. Bah, je vais faire le programme, il va marcher, mais il pourrait être mieux fait encore. Donc je peux refaire une étape. Puis après il pourrait être encore mieux fait. Puis je pourrais aussi ajouter des fonctions dessus. Puis je peux toujours en remettre en fait. Donc c'est jamais fini en fait. Et du coup le standard est jamais suffisant. Il y a un côté comme ça. Voilà. Parce que l'exigence, quelque part, est fixée. Comme elle n'est pas fixée d'avance, quelque part, on ne peut pas dire c'est ça et puis je le fais puis c'est bon.
comme c'est nous-mêmes qui le fixons, mais que, enfin comme c'est moi qui le fixe, mais que du coup mes exigences sont toujours en train de changer en permanence. Si c'était que moi encore, c'est pas grave, parce que du coup je peux à un moment donné enlever mes exigences par rapport à ce que je veux. C'est-à-dire que je peux avoir des exigences, mais en même temps je me dis, mais après tout je m'en fous. Mais là il y a quand même la personne en face qui est là, qui fait que ça ne m'engage pas que moi, ça m'engage aussi le fait que le travail doit être bien fait pour la personne et c'est comme si ce truc-là était assez puissant aussi. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de comprendre aussi, quelque part, et qui pourra aussi éviter des phénomènes de ce type-là, de ce type burn-out, quoi. Ou voilà, d'enchaînement qui font que ça ne marche plus. D'ailleurs, je vois très bien, c'est que dès le moment où je prends simplement 3-4 jours vraiment de vacances, ou comme un week-end où je ne fais plus rien, je me relâche, après j'ai une super énergie et ça va bien. Voilà. Mais c'est comme si voilà, il y avait donc une sorte de capture, en tout cas je l'ai ressenti comme telle, comme une capture, comme quelque chose qui aspire et qui fait que quelque part, tous les projets que je peux mener d'abord, enfin, par exemple, un truc, quand je suis en vacances, c'est que je suis chez moi en vacances à soi-disant pas faire grand-chose. Parce que je peux aussi voyager, voyager, je peux aller voir des amis, je peux être un peu en vadrouille, voilà, dans ce cas-là, je suis un peu plus nomade et ça compte pas. Mais si je suis chez moi vraiment à pas faire grand-chose ou chez mes parents, en fait, c'est pas tellement que je ne fais rien. Au contraire, c'est que je fais la même chose que ce que je fais à l'école. Je fais des programmes informatiques, je fais de la musique, je fais des recherches, je fais des écrits, je fais beaucoup de choses parce que sinon je ne sais pas trop quoi faire d'autre, sinon donc je fais ça. Mais c'est pas du tout la même chose parce que c'est comme si ça n'engageait personne. C'est-à-dire que si je fais un écrit, je fais un écrit, mais je peux aussi me permettre de ne rien faire. Je peux me permettre aussi de regarder la télévision, si elle est allumée, par curiosité, ou je peux aussi faire un tour dehors. En fait, j'ai aucun compte à rendre à personne. Il y a un côté comme ça. Aucun compte à rendre, donc aucune dette à régler. Ça, on prend encore la question de la dette. Mais, alors que justement, quand je suis à l'école, je fais les mêmes choses que quand je suis en vacances, globalement, hein, pas tout, mais bon. En tout cas, j'ai les mêmes centres d'intérêt. Mais tout de suite, j'ai l'impression que ça ne m'appartient plus. Et que c'est plus quelque chose que je fais pour moi, mais quelque chose que je fais un peu pour l'autre, pour le professeur, comme s'il fallait que je montre quelque chose, comme si j'avais des comptes à rendre. Comme si justement, et c'est ça aussi, c'est la question de la dette, quelque part, comme si c'était un peu trop beau que je sois en école d'art, un peu trop beau que j'ai tout ce matériel-là pour moi, tout ce temps libre. Quelque part, peut-être qu'il ne m'appartient pas aussi, c'est possible d'ailleurs. Peut-être que c'est aussi une question symbolique qu'il y a à l'argent. Et que du coup, il fallait que je prouve un petit peu que j'avais bien travaillé. Donc, la question de la dette, comme ça, cette dette-là. Alors après, d'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être que ça peut venir de beaucoup de choses, hein, mais c'est comme s'il y avait une sorte de dette institutionnelle et qu'il y avait quelque chose qui peut à payer, et en même temps, comme si cette dette n'était jamais payée, quoi. Comme s'il y avait un côté comme ça de... Voilà. Alors là j'ai une idée qui me vient, puis après je vais arrêter parce que je vais passer la partie après. Je pourrais me dire, par exemple, voilà, je suis en école d'art, donc je bosse 35 heures par semaine et pas plus. Et c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais de ce temps-là. Et le reste du temps, c'est pour moi. Ça peut être une option. En tout cas, c'est quelque chose qui a creusé sous cet angle-là, un petit peu. Comme si j'avais en effet une dette à régler. Quelque chose comme ça. Donc ça peut être en effet lié aussi à l'argent, évidemment. Hein. C'est que, par exemple, vu que ce sont mes parents qui me payent mes études, il y a un aspect symbolique. Peut-être que si c'était moi, par exemple, qui me payais avec mon propre argent, mon propre travail que j'aurais fourni en amont, un truc comme ça pourrait changer quelque chose aussi. Ça, c'est à voir. Est-ce qu'il n'y a pas une économie psychique inconsciente ? Ça c'est possible, bien possible, hein, très possible. Est-ce que c'est pas aussi, un truc finalement que l'argent est investi dans cette école-là, c'est beaucoup de moyens, c'est l'État qui met 15 000 euros par élève, par an, donc ça coûte cher. Enfin, c'est pas l'État d'ailleurs, hein, c'est pas forcément l'État. Mais en tout cas, il y a 15 000 euros qui sont payés. Donc voilà, mais en tout cas, la question d'addiction s'est posée ici, comme si là il y avait un manque, en fait. Il y avait un manque qu'il fallait combler.
Et alors je pensais que ce manque-là était peut-être en effet quelque chose de l'ordre d'un manque affectif, quelque chose comme ça. Mais en fait, pas forcément. C'est-à-dire que ce manque peut-être qui se prend sous l'angle affectif, mais parce qu'il y a un truc un peu vicieux qui est que quelque part, plus j'ai l'impression qu'il faut que je travaille, plus je vais travailler, moins je vais m'autoriser à prendre du temps pour moi, moins je vais quelque part aussi prendre du temps avec mes amis, ou en tout cas ça va pas être le même effet. Et donc du coup il y a une espèce de cercle comme ça qui fait que je peux jamais me poser quoi, quelque part. Et après c'était aussi, c'était aussi quelque chose qui était mis en place par l'école. Hein. C'est-à-dire que l'école, en tout cas quand j'étais à Poitiers, il y avait un moment, je crois, où on travaillait plus de 30 heures par semaine. Dans ces 30 heures par semaine, on devait assister à des cours plus de 30 heures par semaine. Il y avait aussi des exercices à faire en dehors. On avait aussi... voilà, il fallait pendant les ateliers qu'on montre un travail qu'on aurait fait aussi en dehors. Et puis il fallait aussi qu'on travaille pour un projet de diplôme. Donc en fait, ça faisait beaucoup. Ça faisait quand même beaucoup. Et alors évidemment, toutes ces choses-là peuvent être plus ou moins la même chose, c'est vrai. Mais bon, pas forcément. C'est-à-dire que il y a pas forcément les. On peut s'arranger pour quelque part que ce qu'on produise pour les ateliers ou pour les cours soit la même chose que ce qu'on produise pour le diplôme. Mais des fois, c'est pas forcément les mêmes attentes, c'est pas forcément la même chose. Et puis surtout, il y a une espèce de contrôle permanent. Ça, c'est un peu gênant aussi, je trouve. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment la question aussi. C'est-à-dire que et c'est là aussi où on peut essayer de comprendre peut-être l'addiction, c'est qu'il y a un rapport au contrôle. Il y a un rapport à la dette, il y a une dette à régler, peut-être. C'est une proposition. Hein. Et un rapport au contrôle. Puisque finalement, la différence quand je suis en vacances et quand je suis à l'école, c'est pas en termes de quantité de travail, puisque je travaille, je pense, autant dans les deux, même peut-être plus en vacances, parce que quand je suis à l'école, bon, il y a un côté contrainte qui fait quelque part que j'ai pas envie de travailler, donc je vais travailler mal. Peut-être que je vais travailler plus en termes de temps investi, mais en termes de production, ça va être moins bien. Et moins conséquent, je pense aussi. Donc c'est comme si j'avais besoin d'une distance pour produire conséquemment. Et conséquemment, je sais pas si ça se dit. Mais donc un rapport au contrôle, puisque finalement dans les vacances il n'y a pas de contrôle. Dans les vacances, quelque part, que je produise ou pas, je produis pour moi, ou je produis pour pour une hypothétique possibilité de production de quelque chose, mais quelque part, voilà, si je fais un programme, je me dis, ah bah tiens, peut-être que ça pourra servir, peut-être que je pourrais l'utiliser pour tel truc, etc. Mais je m'engage sur rien. Il y a un côté où je suis pas engagé du tout. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Et je peux arrêter quand je veux, quand j'en ai marre, parce qu'après tout, je me dis, bon bah finalement, c'est comme si l'engagement, il se faisait après coup. Il n'y a pas d'engagement avant. C'est qu'une fois que le truc est produit, que je peux en faire quelque chose. C'est pas avant. Alors que là, c'est comme si, justement, à l'école, il y a un côté où on va contrôler les choses. On va contrôler leur déroulé, et même avant qu'elles soient faites. Il faut que, avant, on puisse aiguiller l'étudiant, qu'on sache qu'est-ce qu'il fait. Pas qu'on critique après coup, pas qu'on dise après coup, bah tiens, t'as fait telle œuvre, on va en parler. Non, mais voilà, qu'il y ait un petit peu un guidage en amont. Voilà. Et ça se voit aussi parce que là, par exemple, pour le diplôme de 5e année, on nous a dit que pour le bilan, on pouvait montrer des choses qui étaient. Alors, bon, c'est pas négatif non plus, évidemment, c'est dans l'idée que voilà, on n'est pas obligé de montrer quelque chose. Au premier semestre, on n'est pas obligé de montrer quelque chose qui soit tout de suite fini, ça peut être quelque chose qui soit en projet pour le second semestre. Mais qu'est-ce qui se passe quelque part? C'est que si on fait quelque chose en projet pour le second semestre, ça veut dire que justement, il y aura un contrôle. C'est-à-dire on est contrôlé par les professeurs, par par un jury fictif qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors on pourra se défendre, on pourra dire oui mais moi je fais ça pour telle raison et que bon. Mais la limite est un peu floue entre ce qui est de l'ordre du guidage, hein, du guide, c'est bizarre le guide quoi, ou de la critique et de l'ordre du contrôle. Hein, c'est vrai que et autant il y a des choses là. Peut-être que guidage, c'est même pas ça, peut-être même dire déblocage. J'ai l'impression que les profs qui m'ont aidé, c'est les profs qui ont débloqué quelque chose. Parce qu'ils ont, à un moment donné, ils ont pointé le doigt sur quelque chose que je n'osais pas penser ou pas dire ou pas assumer. Et ils m'y ont autorisé. C'est comme si, les fois où ça m'aidait, c'est parce qu'on m'autorisait. Voilà. On m'autorisait, on va me dire, ah bah tiens, toi tu travailles est-ce que tu travaillerais pas sur la folie peut-être?
c'est pas tu travailles sur la folie, il faut que tu travailles sur la folie. Ça serait une contrainte. Mais c'est plutôt dire, est-ce que quelque part tu voudrais travailler sur la folie, mais tu ne t'y autorises pas? Ah, forcément, quand on dit ça, et puis après on peut me dire, voilà, t'inquiète, beaucoup d'artistes travaillent sur la folie, c'est très bien, on a le droit de faire ça. Il y a un côté on a le droit de faire ça, il y a un côté on s'y autorise. Voilà. Parce que justement, voilà, comme beaucoup de tabous ou de choses comme ça, tabous sociaux ou autres, eh ben, il y a des choses qui sont justement un peu dures ou un peu, surtout si c'est lié à des histoires personnelles en plus de ça. Et le fait de s'autoriser à pouvoir justement en parler, sans honte, sans peur, permet de débloquer le processus et de pouvoir soi-même après s'autoriser à en parler. Il y a un côté comme ça, il y a un côté, une sorte de transfert en fait de l'autorisation. Et ça c'est intéressant, je trouve. Par contre, dans le mécanisme inverse, où c'est justement une contrainte morale un petit peu, qui serait de dire ça c'est pas bien, il faut pas le faire. Alors peut-être qu'il y a des raisons, hein, peut-être qu'en effet il y a des questions, on va dire simplement éthiques ou une politique culturelle mais qui faudrait qu'on se concerte pour le coup à égalité, qui va délégitimer des pratiques parce qu'elles seront vraiment violentes, sadiques ou qui vont transgresser un interdit qu'on ne veut pas transgresser ou que personne n'est capable de. En tout cas, que personne dans l'école n'aurait envie de pouvoir soutenir une telle autorisation. Du style, je sais pas, on va dire aller violemment, on peut dire le meurtre comme phénomène artistique, par exemple, serait difficilement défendable. En tout cas, moi je le défendrais pas. Ce serait compliqué. Mais bon. En tout cas, un meurtre non consenti, bien sûr. Et d'un plus général, tout ce qui est de l'ordre du non-consentement, c'est quelque chose que pour l'instant je suis pas capable de pouvoir assumer du tout. Donc voilà. Mais bon, pour le reste, ça me gêne beaucoup moins. Voilà. Donc c'est comme si voilà, on pouvait s'autoriser des choses comme ça, ou même aussi voilà, afficher publiquement une nudité, une sexualité. Ces choses qui évidemment sont liées à des choses de pudeur et que quand on voit justement des personnes qui nous y autorisent, qui disent bah écoute, tu peux, c'est aussi ça, faire de l'art, on a le droit, bon, voilà, tu peux t'engager politiquement si tu le souhaites, ça doit savoir ce que tu veux. Quand c'est une contrainte, quand c'est justement un encouragement, c'est un peu gênant parce que ça peut être aussi une sorte de prosélytisme. Mais en tout cas, c'est cette question-là. C'est comme si une distance permettait quelque part de rendre responsable l'autre personne en face. C'est pas justement une contrainte qui serait un petit peu il ne faut pas faire ça. C'est pas non plus une espèce de contrainte positive qui serait il faut faire ça, comme un sorte de désir qu'on impose à l'autre. Du style, voilà, il faut que tu ailles vers telle direction, mais plutôt une sorte de distance. Quelque part que personne ne fait. On pourrait se dire, une distance, ça sert à quoi? Ça sert justement à dire, tu as de l'espace, et cet espace-là, tu peux le prendre. Voilà. Tu peux le faire, tu peux ne pas le faire, on t'y autorise. On t'autorise à pouvoir faire ce qui pour toi est important. Et je pense que c'est là justement où il y a un truc intéressant, puisqu'il y a un espace et cet espace peut être occupé par une personne. Bon, du coup là je dérive complètement de la question de l'addiction à la question plus de la pédagogie. Mais je pense qu'il y a un rapport comme ça. Comme si justement le rapport pédagogique était aussi un rapport addictif, ou en tout cas dans le rapport au travail était un rapport addictif pour ces raisons-là. Pour ces raisons de captation du désir aussi. Voilà, et donc du pouvoir. Donc bon, je vais arrêter un peu là, mais il y avait en tout cas cette question-là. C'est ce truc-là de... Et c'est vrai que moi je sentais que le moment des contrôles et des bilans happait tout le reste un petit peu. Comme si tout mon travail, mais en même temps, bon, je dirais c'est un peu comme ma vie, c'est un peu mon travail. C'est comme si justement, peut-être que d'autres sont mieux sortis pour moi à ce niveau-là, mais à part certains secteurs encore que pour des raisons de pudeur je laisse de côté, comme la sexualité, mais encore, je crois que c'est aussi une manière de les protéger, parce que finalement je pourrais aussi les utiliser comme outil de travail. Mais aussi des formes de musique plus intimistes ou quoi, des choses que j'ai gardées de côté justement peut-être aussi pour les protéger. C'est comme si l'ensemble des choses qui m'intéressaient, donc c'est-à-dire mon quotidien même, tout ce que je fais dans mon quotidien, faisait partie d'outils de travail, d'un travail, mais pas d'un travail évidemment au sens d'un emploi, mais d'un travail au sens d'une liberté de manipulation des choses, donc d'une exploration des choses, voilà. Et j'explore une sexualité comme je peux explorer la musique, tout comme je peux explorer le discours, ou quand je parle là, ou explorer des environnements urbains, ou voilà, ou explorer des aliénations ou des pensées. Et donc du coup, il n'y a pas forcément de voilà. Et là, c'est comme s'il y avait une captation, comme si quelque part cette exploration-là, elle était réifiée sous l'angle du contrôle et du bilan, et que le contrôle contrôlait tous les chemins qu'on devait faire, et que moi, je m'étais pas mis dans un côté où il faut que j'échappe à ça, mais plutôt dans un sens où, au contraire,
je veux que tous les chemins qui soient faits, je puisse les montrer au contrôle justement, au diplôme aussi peut-être aussi. Et comme s'il y avait un côté de regardez-moi, et un besoin comme ça, un petit peu maladif aussi, d'affectif ou de manque ou de je sais pas quoi, mais qui était aussi induit par l'école. Donc à quel niveau, c'est ça la question. Il ne s'agit pas de dire ici c'est la faute de l'école ou quoi, il s'agit de comprendre qu'il y a une relation qui se construit. J'ai un peu tendance à accuser facilement l'école, mais bon, quelque part, je vois qu'il y a beaucoup de moi qui agit comme ça aussi. Donc c'est ça que j'essaie de comprendre, c'est comment agit ce truc de contrôle, quoi. Et je pense que c'est un phénomène plus général que ça. Je pense que justement c'est un paradigme qui peut s'appliquer à autre chose. Donc il y a ici le moment du contrôle, quoi. Voilà. Et c'est comme si le contrôle détenait quelque chose. Voilà. Comme s'il fallait que je fasse bonne figure au contrôle, parce que je ne pouvais pas prendre le risque de le fâcher. Voilà. Côté comme ça. Je vais peut-être arrêter là parce que ça fait beaucoup. Mais c'est ça. Comme si quelque part, j'étais dépendant du contrôle, parce que le contrôle détenait quelque chose qui était très important. C'est un petit peu comme une sorte de protection aussi. Il y a un côté comme ça peut-être. Et un rapport aussi un peu aux parents. C'est vrai que j'ai comparé aussi, dans un journal que j'avais écrit, comparer l'école à une grande maman, à une grande... voilà, donc ça fait tout de suite très Oedipe, hein, mais bon, on s'en tape. Et quelque chose de très maternel qui était là. Et comme si j'étais un truc qui surveillait tout, un petit peu. Et c'est voilà, c'est oui, tu peux... Vas-y, montre tout, qui contrôle, mais en pense-main, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça, c'est que tout ce qu'on fait à l'extérieur de l'école, on peut le montrer dans l'école. Enfin, il n'y a pas d'extérieur, du coup, il n'y a pas en dehors. Mais du coup, il y a une espèce de contrôle un peu totalitaire de l'institution qui veut, quelque part, pouvoir tout récupérer. Alors du coup, elle essaie de tout récupérer, de tout mettre sous sa propre perspective. Et en même temps, elle peut pas trop... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle peut pas non plus trop se permettre de rejeter quelque chose. Parce que si elle le rejette explicitement, sans que la personne puisse se défendre... Enfin... Si elle le rejette voilà, de manière explicite, très claire, ça fait aussi que l'institution maternelle, pour le coup l'institution de l'école maternelle, oui, maternisante en tout cas, maternante, du coup ça fait qu'elle va rejeter à son extérieur quelque chose qu'elle explicitement. Donc du coup ça va entraîner forcément une frustration, et moi c'est comme si ça le faisait beaucoup quelque part, comme si à chaque fois que l'école rejetait sans s'en rendre compte, mais je dis l'école, mais ça peut être un professeur, et tous les professeurs ne sont pas d'accord entre eux, ils se disent des choses contradictoires, mais quand par exemple, un professeur me disait ce que tu fais c'est pas bien, etc., forcément ça me frustrait. Je dis mais pourquoi il me dit ça, c'est pas bien, bon, j'étais un peu énervé, et donc du coup je le gardais pour moi, je le montrais plus à l'école. Et il y a des choses comme ça que j'ai pu montrer à l'école, il y a des choses que j'ai, pendant 1 an, 2 ans, je le montrais pas. Parce que je me suis dit, ça, si je le montre, ça passera pas. Ou alors on me dira, il faut que ce soit plus contemporain, plus de telle manière, plus de telle esthétique. Donc je me dis, c'est pas la peine, je le garde chez moi. Donc je le gardais comme extérieur, justement. Voilà. Des fois juste sur un petit détail, des fois juste une seule phrase. Un prof dit une seule phrase du style, oui bah ici on fait de l'art et la musique c'est en école de musique, ou je sais pas, un truc bateau, personne n'a dit ça, mais enfin si au tout début par exemple il y avait un professeur qui disait voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ici en école, enfin faire beaucoup de choses, vous pouvez intégrer beaucoup de choses. Moi je disais, est-ce qu'on peut faire des performances? Il fait, oui, des performances, oui, mais bon, attention parce que il y a une fois des étudiants qui ont fait de la musique, on les a pas vus en cours. Bon, c'est vrai que s'ils viennent pas en cours, c'est aussi, bon, ça fait aussi pas terrible, quoi, mais on les a pas vus du tout, ils ont fait à la fin une espèce de concert, on savait pas comment noter ça, et donc du coup, ils ont pas eu, je sais pas s'ils ont pas eu leur diplôme, en tout cas, il y en a un qui a redoublé, l'autre qui a été viré, enfin, et puis je me dis, ouh, c'est sec. Voilà, donc je me dis, bon bah d'accord. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah je peux pas faire de musique, quoi. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait de musique en école d'art, je n'ai fait que chez moi. Voilà, mais c'est un exemple. Bon, et alors peut-être que je réagis un petit peu au poil au quart de tour, mais quand même, c'était, voilà, il y avait ici une espèce d'avertissement, un petit peu. Et ces avertissements sont pas jamais très clairs. On sait jamais quelle est cette limite entre qu'est-ce qui est intégrable dans l'école d'art ou pas. Quelle est cette limite-là? Et quand c'est intégrable, de quelle manière ça l'est? Est-ce que c'est pas intégrable en justement le réifiant, en le transformant en image, ou aussi en faisant quelque chose, une forme de récupération? Bon, je vais arrêter là parce que là je dérive un peu, mais il y a toute la question en effet de la récupération. Mais ça je rentre dans une autre vidéo, parce que la question de la récupération de l'école d'art, la question de la transformation en image et en fait du lien entre institution et mouvement autonome. Et c'est ça qui moi
m'intrigue aussi beaucoup en ce moment. Je vais arrêter là, je vais partir sur la question plutôt de l'addiction. Donc je mets un petit pause et puis je reprends dans une autre vidéo.